Bonjour ou bonsoir mes chéris. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu m'écoutes. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Peut-être qu'elle pourrait l'aimer comme une création aime son créateur, mais maintenant ce vicomte stupide avec son visage intact venait tout gâcher. Eric cessa de jouer. Dans le silence qui suivit, il entendit quelque chose. Des pas, légers, hésitants, descendant les escaliers secrets vers les catacombes. Christine. Elle était revenue. Il se leva rapidement, rajusta son masque, lissa ses vêtements. Son cœur, ce cœur qu'il croyait mort depuis longtemps, battait comme un marteau. Elle apparut à l'entrée de sa chambre, tenant une lampe à huile. La lumière dansait sur son visage pâle, créant des ombres qui la faisaient ressembler à un tableau de Rembrandt. « Je suis venue, dit-elle simplement, parce que je vous dois une explication, et parce que je veux comprendre. » Eric resta dans l'ombre, seulement partiellement visible. « Tu n'aurais pas dû venir ici, c'est dangereux. »« Êtes-vous dangereux » demanda-t-elle directement. Un long silence. « Oui. »« Allez-vous me faire du mal ?»« Jamais. » Sa voix était rauque d'émotion. « Je préférerais m'arracher le cœur. » Christine avança de quelques pas, levant sa lampe. « Montrez-vous, s'il vous plaît. Je veux voir mon professeur. »« Non, » dit Eric, reculant davantage dans l'obscurité. « Tu ne veux pas, crois-moi. »« Je veux décider moi-même ce que je veux, » dit-elle avec une détermination tranquille. « Vous m'avez donné une voix. Laissez-moi l'utiliser. Montrez-vous. » Eric tremblait. Toute sa vie, il avait rêvé et redouté ce moment. Être vu, vraiment vu, par quelqu'un qui comptait. Lentement, si lentement, il sortit dans la lumière. Christine vit d'abord la silhouette élégante, grande, mince, vêtue de noir impeccable, puis le masque blanc couvrant la moitié droite de son visage. Et enfin le côté visible, des traits délicats, presque beaux, avec des yeux sombres et intelligents qui contenaient des océans de souffrance. « C'est tout ce que tu verras, » dit-il, sa main touchant le masque. « Le reste est impossible. » Christine s'approcha encore, à 3 pas de distance maintenant. Elle pouvait voir les détails, la qualité du masque, parfaitement moulé, les rubans de soie qui l'attachaient, la ligne où il rejoignait la peau. « Et derrière » demanda-t-elle doucement. « L'horreur, répondit-il simplement. La raison pour laquelle je vis comme un rat dans les égouts, la raison pour laquelle je n'ai jamais connu la lumière du soleil sur mon visage sans que quelqu'un hurle. Puis-je » Elle tendit la main vers le masque. Eric attrapa son poignet, mais doucement. « Non, s'il te plaît. Je ne peux pas supporter de voir ta peur. Pas toi. N'importe qui d'autre, mais pas toi. » « Comment savez-vous que j'aurais peur ?»« Parce que tout le monde a peur. C'est la loi universelle. Mon visage inspire la terreur. C'est tout ce qu'il a jamais fait. » Christine regarda dans ses yeux, cet œil unique, visible, si expressif, si humain. « Vous n'êtes pas votre visage. Vous êtes la musique que vous créez. La gentillesse dans votre enseignement. La passion dans votre art. Des mots faciles, dit-il amèrement, relâchant son poignet. Jusqu'à ce que tu vois. Alors laissez-moi voir. Laissez-moi décider. Non. Pourquoi ? Parce que tu es tout ce qu'il me reste. Sa voix résonna à travers la chambre, remplie d'une douleur brute. Tu es la seule personne en 40 années qui m'a parlé comme si j'étais humain. La seule qui n'a pas fui. Si je perds cela, si je te perds, il se détourna, ses épaules tremblantes. Christine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas de la peur. Quelque chose de plus complexe. De la compassion ? De l'empathie ? De l'amour ? Elle ne savait pas. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser souffrir seul. « Vous ne me perdrez pas, » dit-elle doucement, touchant son épaule. « Je suis ici. Je reste. » Eric se figea à son toucher. Quand avait-il été touché pour la dernière fois avec tendresse ? Il ne pouvait même pas s'en souvenir. « Tu ne peux pas rester, » murmura-t-il. « Tu as le vicomte. Tu as le monde au-dessus. Tu as la lumière. Tu ne peux pas vivre dans les ténèbres avec un fantôme. Peut-être, dit Christine, que vous devriez sortir des ténèbres, venir dans la lumière. » Avec ce visage, il rit amèrement. Il me chasserait avec des torches et des fourches, ou pire, il me mettrait en cage à nouveau, me montrerait comme une curiosité. Non, je reste où je suis en sécurité. Alors, laissez-moi vous apporter la lumière ici. Il se tourna pour la regarder, des larmes brillant dans son œil visible. Comment ? En restant votre élève, votre ami, en ne vous abandonnant pas comme tous les autres l'ont fait. Mais le vicomte, Raoul est mon passé, dit-elle, et elle réalisa que c'était vrai en le disant. Vous êtes mon présent, ma musique, ma raison de chanter.
Éric tomba à genoux devant elle, submergé. « Christine, mon ange, tu ne sais pas ce que tu dis. Je suis un monstre. J'ai fait des choses terribles. J'ai tué des gens qui m'ont menacé. J'ai fait tomber ce lustre. Je suis dangereux, instable, fou. Alors aidez-moi à vous comprendre, dit-elle, s'agenouillant aussi pour être à son niveau. Enseignez-moi non seulement la musique, mais qui vous êtes vraiment. » Il la regarda, cet homme fantôme, cet artiste maudit, et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'acceptation. Pas de l'amour romantique. Pas encore, peut-être jamais, mais quelque chose plus précieux, de l'humanité reconnue. « D'accord, » murmura-t-il, « d'accord. » Mais lentement. « Je ne sais pas comment être vu. » Christine sourit et dans ce sourire, il vit tout l'espoir qu'il avait abandonné des années auparavant. 17 octobre, 31 octobre 1898. Les 2 semaines suivantes furent étranges et précaires. Christine continuait à performer au Palais Garnier, sa popularité grandissant chaque nuit. Mais maintenant, ses visites à Éric prenaient une nouvelle dimension. Elle descendait dans les catacombes, non pas seulement pour des leçons, mais pour des conversations. Pour apprendre l'homme derrière la voix. Éric lui montra son monde souterrain, les chambres qu'il avait créées au fil des années. Une bibliothèque remplie de livres rares en 20 langues. Un atelier où il construisait des mécanismes complexes et des inventions que le monde au-dessus ne verrait jamais. Et son sanctuaire musical, l'orgue monumental, les partitions de ses compositions inachevées. « J'ai écrit 23 opéras complets, dit-il un soir, feuilletant les manuscrits. Certains comiques, certains tragiques, certains incompréhensibles même pour moi. Et personne ne les entendra jamais. Pourquoi pas ? Demanda Christine, lisant par-dessus son épaule. L'écriture musicale était d'une complexité stupéfiante. Parce que pour présenter un opéra, il faut être présent, parler au directeur, aux chanteurs, aux orchestres, montrer son visage aux mécènes, et cela, il toucha son masque, cela rend tout impossible. Nous pourrions trouver un moyen, suggéra Christine. Des correspondances anonymes, des intermédiaires. Éric secoua la tête. J'ai essayé, il y a longtemps. Mais l'art sans l'artiste n'est jamais pris au sérieux. Il pense que c'est une plaisanterie ou volé à quelqu'un d'autre. Il se tourna vers elle, l'intensité brillant dans son œil. C'est pourquoi tu es si importante, Christine. À travers ta voix, ma musique vit. À travers tes performances, mon art touche le monde. Tu es mon seul lien avec l'humanité. Christine sentit le poids de cette déclaration. C'était trop de responsabilité, trop de pression. « Je ne peux pas être votre seul lien, » dit-elle doucement. « C'est trop pour une personne. Vous avez besoin de plus que moi. Il n'y a que toi, » dit-il avec une certitude terrible. « Il n'y aura jamais que toi. » C'était là que résidait le danger. Christine commençait à le comprendre. L'obsession d'Éric n'était pas de la méchanceté. C'était de la survie. Elle était devenue son oxygène, et il ne savait pas comment respirer sans elle. Mais en surface, Raoul ne l'avait pas abandonné. Il venait à chaque performance, envoyait des fleurs, attendait à la sortie des artistes. Il était patient, gentil, persistant. Tout ce qu'un prétendant devrait être. « Viens prendre le thé avec moi », invitait-il après une performance de Carmen. « Juste comme amis, nous pouvons parler du vieux temps. » Christine hésitait toujours, consciente qu'Éric observait probablement. Mais finalement, elle accepta, parce qu'elle ne pouvait pas vivre uniquement pour apaiser les peurs d'un fantôme. Ils allèrent dans un café élégant sur les Champs-Élysées. La lumière du soleil entrait par de grandes fenêtres. Des couples heureux bavardaient autour de petites tables. C'était si normal, si différent des ténèbres souterraines. « Tu sembles fatigué, » observa Raoul, étudiant son visage. « Ces performances nocturnes t'épuisent. »« Non, ce n'est pas les performances, » admit Christine. « C'est compliqué. » « C'est lui, n'est-ce pas, ce professeur mystérieux. Christine, qu'est-ce qu'il te fait ? » ?»« Il ne me fait rien. Il m'enseigne. Il prend soin de moi. Alors pourquoi ne puis-je jamais le rencontrer ? Pourquoi tout ce secret ? » Christine ne savait pas comment répondre. Comment expliquer Éric sans révéler ses secrets ? Comment décrire leur relation étrange sans que cela paraisse fou ? « Il est privé, » dit-elle finalement. « Il a ses raisons. » Raoul prit ses mains à travers la table. « Christine, écoute-moi. Je m'inquiète pour toi. Il y a quelque chose de malsain dans tout cela. Un homme qui se cache, qui contrôle, qui fait tomber des lustres. »« Il n'essayait pas de me tuer, » l'interrompit-elle. « Il me protégeait. Il m'a dit exactement où courir.
Comment le sais-tu? Je le sais, simplement. Raoul la regarda longuement. Tu as des sentiments pour lui, n'est-ce pas? Pour cet homme invisible? Christine retira ses mains. Je ne sais pas ce que je ressens. C'est compliqué. L'amour ne devrait pas être compliqué, dit Raoul gentiment. Il devrait être simple, comme ceci. Il sourit. Comme deux vieux amis qui se retrouvent et découvrent qu'ils veulent plus. Raoul, je ne demande pas une réponse maintenant, dit-il rapidement. Je veux juste que tu saches que je suis là, dans la lumière du soleil, sans masque, sans secret, sans danger. Christine regarda par la fenêtre les gens qui passaient. Des vies normales, des amours simples. N'était-ce pas ce qu'elle voulait? Mais alors elle pensa à la musique dans les ténèbres, à la passion dans l'enseignement d'Éric, à la façon dont il la voyait non pas comme une jolie fille, mais comme un instrument de perfection artistique. Avec Raoul, elle serait aimée. Avec Éric, elle serait extraordinaire. Quel choix devrait-elle faire? Cette nuit-là, quand elle descendit pour sa leçon, Éric était différent, froid, distant. « Tu as pris le thé avec le vicomte », dit-il sans préambule. « Comment ?» Mais elle savait comment. Il avait probablement fait suivre ou observer lui-même. Que t'a-t-il dit? La voix d'Éric était contrôlée, mais Christine pouvait entendre la tempête en dessous. Que je devrais être prudente, que notre arrangement est malsain. Et tu es d'accord? Je ne sais pas. Éric rit, un son amer et cassé. Bien sûr. Pourquoi choisirais-tu les ténèbres quand la lumière est offerte? Pourquoi choisirais-tu un monstre quand un prince est disponible? Ne faites pas cela, dit Christine frustrée. Ne réduisez pas tout à votre visage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que vous me traitez comme une possession, que vous observez mes moindres mouvements, que vous devenez furieux quand je parle à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'amour, Éric, c'est de l'obsession. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Tu as raison, dit finalement Éric, sa voix à peine un murmure. Tu as complètement raison. Je suis obsédé, parce que tu es tout ce qui me rattache à l'humanité. Sans toi, je retourne à ce que j'étais. Un fantôme, un mythe, une terreur dans l'obscurité. Mais je ne peux pas porter ce poids. Christine sentit des larmes monter. Je ne peux pas être votre seul lien au monde. C'est trop. Alors pars, dit Éric se détournant. Prends ton vicomte. Vis ta vie normale. Oublie le monstre qui t'a enseigné à chanter. Je ne veux pas partir, dit Christine, pleurant maintenant. Je veux juste que vous compreniez que je ne peux pas être enfermée ici. Je ne peux pas vivre uniquement pour votre confort. Et moi, je ne peux pas vivre en te sachant dans les bras d'un autre, dit Éric, sa voix brisée. Donc, nous sommes à une impasse, toi et moi. Christine s'approcha de lui, voulant le toucher, le réconforter, mais il recula. Non, ne me touche pas par pitié. Je refuse ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, cria-t-elle. C'est de la compassion, c'est de l'affection. Pourquoi ne pouvez-vous pas voir la différence? Parce qu'on ne m'a jamais montré la différence. Ils se regardèrent à travers la distance qui s'élargissait entre eux, émotionnelle autant que physique. Je pense, dit Christine lentement, que nous avons tous les deux besoin de temps, pour réfléchir, pour comprendre ce que nous voulons vraiment. Le temps, répéta Éric amèrement, comme si le temps pouvait résoudre cela, comme si le temps pouvait me donner un nouveau visage ou te rendre moins précieuse. Je reviendrai, promit Christine, mais vous devez me faire confiance, me donner de l'espace. L'espace, dit Éric. C'est tout ce que j'ai, des kilomètres et des kilomètres d'espace vide sous la terre. Christine monta les escaliers, ses larmes brouillant sa vision. Derrière elle, elle entendit Éric commencer à jouer l'orgue. Une musique si triste que même les pierres semblaient de pleurer. 1er novembre, 15 novembre 1898. Les 2 semaines suivantes furent un enfer pour tous les impliqués. Christine essayait de maintenir un équilibre impossible. Elle voyait Raoul le jour, promenade dans les jardins du Luxembourg, déjeuner dans des cafés élégants, conversation légère sur l'avenir. Et elle visitait Éric la nuit, continuant ses leçons, mais maintenant avec une tension sous-jacente qui rendait tout difficile. Éric devenait de plus en plus instable. Ses leçons étaient soit brillamment inspirées, soit dangereusement erratiques. Parfois il était doux, patient, le professeur qu'elle avait connu. D'autres fois il était froid, distant, cruel même dans ses critiques. « Non, non, non !» criait-il pendant une répétition. « Tu chantes comme si tu pensais au vicomte. Je peux l'entendre dans ta voix. La distraction, le manque de concentration. »« Je fais de mon mieux, » répondait Christine, épuisée. « Ton mieux n'est pas assez.
J'ai créé une étoile et tu la gâches en fantasmant sur un garçon stupide avec un titre. Peut-être que je ne veux pas être votre création, cria-t-elle finalement. Peut-être que je veux juste être moi-même. Eric se figea. Toi-même. Et qui es-tu sans moi? Une danseuse médiocre du corps de ballet. Je t'ai donné tout ce que tu es. Non, dit Christine, sa voix tremblante mais déterminée. Mon père m'a donné ma voix. Vous m'avez aidé à la développer. Mais elle est à moi, pas à vous. Le silence qui suivit était dangereux. Alors prends ta voix, dit Eric froidement, et va-t'en. Eric, va-t'en! Sa voix résonna à travers les catacombes comme un coup de tonnerre. Christine recula, vraiment effrayée pour la première fois. Elle partit en courant, ses pas résonnant contre la pierre, ses sanglots se répercutant dans les tunnels. Eric resta seul, tremblant de rage et de désespoir. Puis il se tourna vers son orgue et commença à jouer la composition la plus violente de sa vie. Des notes qui se heurtaient comme des armées, des accords qui hurlaient de douleur, une symphonie de destruction. En surface, Raoul remarqua le changement dans Christine. « Tu sembles différente », observa-t-il lors d'une promenade au bord de la Seine. « Plus libre. As-tu finalement rompu avec ce professeur mystérieux ?»« Nous avons eu une dispute, » admit Christine. « Il voulait que je sois quelque chose que je ne peux pas être. »« Une possession, tu veux dire, » dit Raoul. « Christine, c'est malsain. Tu le vois maintenant. » Elle hocha la tête lentement. « Oui, mais je me sens aussi coupable. Il est si seul, si isolé. J'étais tout ce qu'il avait. »« Ce n'est pas ta responsabilité de guérir sa solitude, » dit Raoul gentiment. « Tu ne peux pas te sacrifier pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. »« Mais que se passe-t-il s'il fait quelque chose de terrible ?» demanda Christine, ses yeux élargis de peur. « Il est devenu si imprévisible. » Raoul prit ses mains. « Alors nous devons nous assurer que tu es en sécurité. Christine, je veux que tu quittes le théâtre. Viens avec moi. Nous pouvons aller dans le sud de la France, loin de Paris, loin de lui. » Quitter l'opéra? Christine sentit son cœur se serrer. « Mais chanter, c'est tout ce que j'ai. Tu peux chanter ailleurs, dans d'autres théâtres, dans d'autres villes. Tu n'as pas besoin du palais Garnier, tu n'as pas besoin de lui. » Christine regarda la Seine couler, portant des feuilles d'automne vers des destinations inconnues. Avait-elle le courage de partir? De laisser derrière elle non seulement Eric, mais tout ce qu'elle avait construit? Mais avant qu'elle puisse décider, le destin intervint. Le 14 novembre, lors d'une représentation de Roméo et Juliette, quelque chose de terrible se produisit. Raoul était dans le public, regardant Christine chanter l'aria finale de Juliette. Sa voix montait vers le plafond, pure et tragique, racontant l'histoire d'un amour qui ne pouvait exister dans le monde. C'est alors que les lumières s'éteignirent soudainement, toutes. L'auditorium entier plongea dans l'obscurité totale. Des cris de surprise et de peur remplirent l'air. Le public remua, mal à l'aise. Auguste essaya de maintenir l'orchestre jouant, mais dans le noir complet, c'était impossible. Puis une voix résonna à travers le théâtre. La voix d'Éric, amplifiée d'une manière ou d'une autre venant de partout à la fois. « Mesdames et messieurs, pardonnez cette interruption, mais ce soir, vous allez témoigner d'une vérité qui a été cachée trop longtemps. » Un projecteur unique s'alluma soudainement, éclairant le Camarote 5. Et là, debout dans la lumière pour la première fois, se tenait Éric, sans masque. Le public vit son visage, le côté normal et beau et le côté qu'il avait caché pendant 40 ans. La peau déformée, l'orbite creuse, les os visibles sous la chair trop tendue. Un visage qui était à la fois humain et monstrueux, tragique et terrifiant. Des cris s'élevèrent du public, des femmes s'évanouirent, des hommes reculèrent. Quelqu'un hurla « Monstre !» et d'autres voix se joignirent aux cris. Éric se tenait là, absorbant leur horreur, leur dégoût, leur peur. C'était exactement ce qu'il avait toujours connu, exactement ce qu'il avait toujours été. « Regardez-moi » cria-t-il, sa voix brisée. « Regardez le génie que vous avez ignoré, le compositeur que vous avez rejeté, l'homme que vous avez transformé en fantôme. » Sur scène, Christine regardait, paralysée. « Éric, non !» murmura-t-elle. « Ne fais pas ça. » Éric se tourna vers elle, et même à cette distance, elle pouvait voir les larmes sur son visage déformé. « Tu voulais que je sorte des ténèbres, Christine. Eh bien, me voilà, dans toute ma gloire monstrueuse. Es-tu heureuse maintenant? Éric, s'il te plaît, cria-t-elle. Arrête cela. » Mais il ne pouvait pas arrêter.
Des décennies de douleur se déversaient. « Je vous ai donné la plus belle musique que vous ayez jamais entendue », cria-t-il au public qui paniquait. « J'ai transformé cette fille ordinaire en la plus grande soprano de Paris. Et tout ce que vous pouvez voir, c'est ce visage maudit. » La sécurité se précipita vers le Camarade 5. Mais quand ils y arrivèrent, Eric avait disparu. Les lumières se rallumèrent aussi soudainement qu'elles s'étaient éteintes. Le chaos éclata. Les gens se précipitèrent vers les sorties. Certains pleuraient, d'autres hurlaient encore. La performance fut annulée. Et quelque part dans les profondeurs du théâtre, Eric retourna dans ses catacombes, sachant qu'il avait finalement détruit tout ce qu'il restait de sa vie. 16 novembre 1898, minuit. Christine savait qu'elle devait aller le voir une dernière fois. Les journaux du matin criaient déjà les gros titres « Monstre à l'opéra »,« La bête de Garnier », le vrai visage de la terreur. Le théâtre avait été fermé temporairement. La police fouillait chaque recoin, cherchant l'homme qui avait terrorisé tout Paris. Mais Christine connaissait les passages secrets. Madame Giry lui avait enseigné des années auparavant comment naviguer dans le labyrinthe souterrain. Elle descendit avec une seule bougie, son cœur battant de peur et de tristesse. Elle le trouva assis au bord du lac souterrain, ses pieds pendant au-dessus de l'eau noire. Le masque était jeté à côté de lui, inutile maintenant. Son vrai visage était visible dans la faible lumière. Il ne se retourna pas quand elle approcha. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-il calmement. « Ce n'est pas sûr, je ne suis pas sûr. »« Je sais, » dit Christine, s'asseyant à côté de lui. « Pas trop près, mais pas trop loin non plus. C'est pourquoi je devais venir, pour dire au revoir correctement. »« Au revoir. » Il prononça le mot comme s'il testait un poison. « Oui, c'est ce que cela doit être, n'est-ce pas ? Tu as fait quelque chose de terrible hier soir, dit Christine doucement. Tu t'es exposé, tu as terrorisé des gens innocents. Pourquoi ? Eric rit, un son sans joie. Parce que je voulais qu'ils sachent. Je voulais qu'ils voient que leur fantôme n'était pas un mythe, que j'étais réel, que ma souffrance était réelle. Et maintenant, ils te chasseront jusqu'à ce qu'ils te trouvent. Laisse-les venir. Il regarda l'eau sombre. J'ai vécu sous terre pendant 20 ans. Ce n'est pas vraiment vivre. Peut-être qu'il est temps de finir. Non, dit Christine fermement. Non, tu ne feras pas ça. Pas pour moi, pas pour eux. Tu as trop de musique encore à écrire. De la musique que personne n'entendra jamais, dit-il. Quel est l'intérêt ? Christine prit une profonde respiration. Donne-moi tes partitions. Toutes. Je les emporterai. Je trouverai un moyen de les faire jouer. Anonymement, si nécessaire. Mais ton art ne mourra pas avec toi. Eric se tourna vers elle, surpris. Tu ferais cela ? Après tout ce que j'ai fait ? Tu m'as donné une voix, dit-elle simplement. Tu m'as montré ce que signifiait se consacrer entièrement à l'art. Oui, tu étais obsédé. Oui, tu étais dangereux. Mais tu étais aussi brillant. Et le monde mérite d'entendre ton génie, même s'il ne peut pas voir ton visage. Des larmes coulaient librement sur les joues d'Eric maintenant, du côté déformé comme du côté normal. « Je t'aimais, tu sais, » dit-il doucement. « Pas comme un homme normal aime. Je ne sais même pas ce qu'est l'amour normal. Mais à ma façon tordue et brisée, je t'aimais. »« Je sais, » dit Christine, ses propres larmes tombant. « Et une partie de moi t'aimait aussi, la partie qui comprenait la solitude. La partie qui savait ce que c'était d'être invisible jusqu'à ce que la musique te rende visible. Mais ce n'est pas assez. » « Non, » admit-elle, « ce n'est pas assez. Je ne peux pas être ton seul lien à l'humanité. Tu as besoin de plus que moi. Et je ne peux pas porter ce poids. » Eric hocha la tête lentement. « Je comprends. Le vicomte t'offre la lumière. Comment pourrais-je rivaliser avec cela ? » Ce n'est pas un concours, Eric. Ce n'est pas de choisir entre toi et lui. C'est de choisir comment je veux vivre ma vie. Et je ne peux pas la vivre dans les ténèbres, peu importe combien la musique y est belle. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, écoutant le clapotis de l'eau contre les pierres anciennes. « Alors c'est vraiment fini, » dit finalement Eric. « Notre arrangement, nos leçons, tout. »« Les leçons sont finies, » confirma Christine. « Mais ce que tu m'as enseigné, cela restera avec moi pour toujours. Chaque fois que je chanterai, tu seras là, dans chaque note, dans chaque phrase. »« Un fantôme pour toujours, alors, » dit-il avec un sourire triste. « C'est approprié. » Christine se leva et pousse-tant sa robe. « Que vas-tu faire maintenant ?» Eric regarda l'eau sombre. « Partir. Paris n'est plus sûr pour moi. J'ai des contacts en Perse, des gens qui m'ont connu avant que je vienne ici. Je construirai des palais pour des chats qui ne se soucient pas de mon visage tant que mes conceptions sont brillantes. Tu vas survivre.
dit Christine. Et ce n'était pas une question, mais une certitude. Parce que tu es un survivant. Tu as survécu à tout ce que la vie t'a jeté. Sauf à toi, dit-il doucement. Je n'ai pas survécu à toi, Christine. Tu m'as détruit et recréé en même temps. Elle s'agenouilla devant lui, prenant son visage dans ses mains, les deux côtés, le beau et le terrible, avec une égale tendresse. Tu n'es pas un monstre, Eric. Tu es juste un homme qui a trop souffert et qui ne sait pas comment aimer sans dévorer. Apprends. Apprends à créer de la beauté sans avoir besoin de la posséder. Elle l'embrassa sur le front, un baiser de bénédiction et d'adieu. Puis elle se leva et commença à marcher vers les escaliers. « Christine » appela-t-il. Elle se retourna. « Sois heureuse » dit-il. Et dans ces deux mots se trouvait tout l'amour qu'il ne savait pas comment exprimer autrement. Chante pour le monde, vis dans la lumière, et parfois, quand tu entends le vent siffler à travers les arbres, pense au fantôme qui t'a aimé du seul endroit qu'il connaissait, les ténèbres. « Toujours » promit-elle, les larmes coulant librement maintenant. « Je penserai toujours à toi. » Elle monta les escaliers, emportant avec elle une boîte lourde remplie de ses partitions manuscrites. Son héritage, son génie, sa voix qui vivrait longtemps après que son corps aurait disparu. Eric la regarda partir, puis se tourna vers son orgue une dernière fois. Il joua une pièce finale, pas furieuse ou désespérée, mais douce, résignée, belle d'une manière qui brisait le cœur. Une berceuse pour l'amour qu'il avait perdu, pour la vie qu'il n'aurait jamais, pour le fantôme qu'il resterait. Quand la dernière note s'estompa, il se leva, rassembla quelques possessions essentielles et disparut dans les tunnels qui menaient loin de Paris. Le fantôme de l'opéra quitta son domaine pour toujours. Paris, 1920, 22 ans plus tard, Christine de Chagny se tenait dans sa loge du Palais Garnier, préparant ce qui serait sa dernière performance. À 41 ans, sa voix était encore magnifique, bien que maintenant colorée par l'expérience et la maturité plutôt que par l'innocence de la jeunesse. Elle avait épousé Raoul. Ils avaient eu 2 enfants. Sa vie avait été heureuse, remplie de lumière et d'amour simple. Mais pas un jour ne passait sans qu'elle pense à Eric. Les partitions qu'elle avait emportées cette nuit-là en 1898 étaient devenues son projet secret. Au fil des années, elle avait discrètement fait parvenir ses compositions à divers directeurs d'opéra à travers l'Europe, toujours anonymement, toujours avec la simple note de la musique trouvée dans les archives de Paris. Plusieurs de ces opéras avaient été joués, toujours attribués à un compositeur inconnu ou anonyme. Les critiques les trouvaient brillants, mais étranges, trop avant-gardistes pour leur temps. Mais ils étaient joués, sa musique vivait. Elle n'avait jamais revu Eric. Des rumeurs circulaient parfois, un architecte masqué en Perse, un ingénieur prodige en Russie. Mais elle ne savait jamais si c'était vraiment lui ou simplement des fantômes d'un autre genre. Ce soir, pour sa performance d'adieu, elle avait choisi de chanter des extraits de plusieurs opéras. Et secrètement, elle avait inclus une aria, une qu'Eric avait écrite pour elle des années auparavant, qu'elle n'avait jamais chantée publiquement. C'était son cadeau pour lui, son adieu final. Raoul entra dans sa loge, toujours beau malgré les touches de gris dans ses cheveux. « Tu es prête, mon amour ?»« Presque, » dit-elle, ajustant son costume. « Raoul, merci pour toutes ces années, pour avoir accepté que je garde mes secrets. » Il sourit. « Tout le monde a des fantômes, Christine. Les tiens étaient juste plus littéraux que la plupart. » Elle rit, l'aimant pour sa compréhension. La performance fut triomphale. Le public l'adora, scandant son nom encore et encore. Mais le moment le plus spécial vint quand elle chanta l'aria d'Eric, une pièce sur l'amour impossible, sur la beauté trouvée dans les ténèbres, sur le sacrifice de soi pour que d'autres puissent vivre dans la lumière. Sa voix s'éleva, portant les notes qu'il avait écrites avec tant de soin, chargées de toute l'émotion de leur histoire impossible. Et dans le camarote 5, qui était resté vide et fermé pendant 22 ans, quelque chose bougea. Juste une ombre, juste un murmure dans l'air. Mais Christine le sentit. Elle sut. Il était revenu, une dernière fois, pour l'entendre chanter sa musique. Quand l'aria se termina, elle regarda vers le camarote 5. Vide maintenant, comme toujours. Mais elle sourit, sachant qu'il avait été là. « Au revoir, Eric », murmura-t-elle si doucement que personne ne pouvait l'entendre. « Merci pour tout. » Le rideau tomba sur sa carrière. Le public se leva, applaudissant sans fin. Et quelque part dans les ombres, un fantôme souriait aussi, finalement en paix. Les documents découverts en 1903 par l'inspecteur Debray
contenait cette histoire et bien plus encore. Des lettres d'amour jamais envoyées, des dessins de Christine faits avec une tendresse obsessionnelle, des plans architecturaux montrant le réseau de passages secrets sous le palais Garnier. Mais la plus grande découverte fut trouvée des années plus tard, en 1925, pendant des rénovations. Dans une chambre scellée sous le lac souterrain, les ouvriers trouvèrent un sanctuaire étrange. Des murs couverts de partitions musicales, un orgue massif qui avait rouillé avec le temps. Et sur une petite table, un journal relié en cuir. La dernière entrée datait du 16 novembre 1898. Elle est partie, mon ange, ma lumière, ma raison de créer. J'ai vécu 40 ans dans les ténèbres, attendant quelqu'un qui pourrait voir au-delà du monstre. Elle l'a fait pour un moment. Ce moment devra me suffire pour l'éternité. Je laisse ce lieu maintenant. Paris m'a donné refuge, mais il ne peut plus me contenir. Mes fantômes sont trop nombreux, mes regrets trop lourds. Si quelqu'un lit ceci dans les années futures, sachez ceci. Le fantôme de l'opéra était réel, mais il n'était pas le monstre que les légendes décriront. Il était juste un homme qui aimait la musique plus que sa propre vie et une femme plus que la musique. C'était peut-être sa tragédie la plus grande. Éric. Le journal et les partitions furent donnés à la famille de Chagny. Christine, alors âgée de 46 ans, les reçut avec des larmes silencieuses. Elle passa les dernières années de sa vie à compiler et publier ses œuvres, finalement sous son vrai nom. Aujourd'hui, Éric est reconnu comme l'un des compositeurs les plus innovateurs de la fin du XIXe siècle, bien que mystérieux. On ne sait pas où ni quand il mourut. Certains disent en Perse en 1905. D'autres affirment l'avoir vu en Amérique dans les années 1910. La vérité s'est perdue dans le temps, mais sa musique demeure, et ceux qui l'entendent ressentent ce qu'Éric ressentait. La beauté et la douleur entrelacées, l'amour et la solitude dansant ensemble, la lumière et l'ombre créant ensemble quelque chose d'inoubliable. Le palais Garnier se dresse toujours, magnifique et mystérieux. Et parfois, lors de nuits tranquilles, le personnel de nuit jure entendre de la musique venant des profondeurs, un violon jouant des mélodies que personne ne reconnaît, une voix chantant dans l'obscurité. Peut-être que c'est juste le vent. Ou peut-être que certains fantômes ne partent jamais vraiment. Ils restent où leur cœur a vécu, même après que leur corps a disparu. Le fantôme de l'opéra, l'homme, le mythe, la légende, éternel.